Egun on guzti. Bonjour, messieurs, dames. Nous allons commencer cette journée ensemble. Je vous prie de prendre place et je vous demande un peu de silence, s'il vous plaît. Nous reprenons nos journées après l'inauguration d'hier avec Isadora et nous tenons à remercier toutes les personnes assistantes ici de manière présentielle et toutes les personnes qui nous suivent à travers le streaming, des personnes, des institutions qui nous suivent par streaming. Je vous rappelle Ekimenaren parte hartzea izango dugu eta bukatzerakoan, hemen presente zaudenok esku altxa eta mikrofona eskatu dezakezue eta streaming bitartez jarraitzen ari. Je vous rappelle que si vous nous suivez par streaming, vous pouvez poser vos questions. Et ici, si vous êtes ici en salle, vous pouvez lever la main. Si vous avez besoin d'interprétation simultanée, vous pouvez utiliser les écouteurs qui sont ici. Nous tenons à rappeler la motivation ou les raisons de ces journées. Il y a 4 ans que nous souhaitions tenir ces journées qui se tiennent tous les 2 ans. La pandémie nous a empêchés de nous voir pendant ce temps-là, mais on est ravis d'être ici aujourd'hui. Nous tenons à remercier toutes les personnes invitées ici, Isadora, Luisa Maria, Luisa, Jonis, Adam, Rita et Amador. Merci d'être ici et merci spécialement à Mireia Cano qui est ici à ma gauche, puisque son soutien a été fondamental afin de mettre en contexte ce sujet et faire des propositions de personnes invitées. Donc nous remercions les modérateurs également, comme Mireia Cano, et puis après on aura Laura Iranzu. Merci à toutes. Nous allons donc démarrer avec la présentation de Ximena, puis après on fera une petite pause café pour après connaître d'autres expériences. On va arrêter pour le repas de midi qui va se tenir juste à côté. Et puis après le repas, nous allons revenir pour continuer avec une table ronde d'expériences où nous allons connaître des expériences comme Socolé, une association de soutien. Et puis on va expliquer Elena Carriedo, qui est ici sur ma gauche, elle va nous présenter les différentes expériences. Nous avons également à côté une peinture murale où vous pouvez partager vos idées, vos recommandations, tout ce qui pourrait être créatif. Vous pouvez le mettre là, puis après cette journée-là, nous allons en revenir. Nous avons également Kurusku, puis Andrea qui fait l'enregistrement. Et pour le streaming, nous avons une caméra qui va nous permettre de vous voir si vous intervenez. Si vous souhaitez ne pas apparaître sur les vidéos, vous pouvez le communiquer. Nous avons des autocollants jaunes là sur les tables où il y a les casques. Alors, si vous nous indiquez que vous ne souhaitez pas apparaître sur les vidéos, vous pouvez l'indiquer là-bas et nous allons le faire, éditer le vidéo. Donc, nous souhaitons donc que nous puissions toutes participer, évidemment. Nous avons une équipe bleue. Les toilettes sont sur la droite, sortant de cette salle. Et puis, il y aura une enquête après la présentation de Ximena que nous souhaitons effectuer pour recueillir vos données, vos coordonnées et vos avis, évidemment. Pour les personnes qui sont ici de manière présentielle, vous avez une feuille d'évaluation, donc nous vous demandons de la remplir avant d'abandonner cette salle.
Et pour ceux qui nous suivent par streaming, vous allez trouver un lien où vous pouvez aller pour remplir cette feuille d'évaluation. Donc, nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Nous avons le groupe féministe antimilitariste qui nous invite à une manifestation à 7h30 pour défendre la paix et lutter contre la guerre. Nous vous invitons à y participer ce soir. Ce sera une bonne opportunité donc de nous rencontrer encore une fois. Donc nous allons commencer. Mireia Cano sera la modératrice de cette séance. Nous allons avoir Ximena Echeverria qui est bolivienne, qui a 20 ans d'expérience professionnelle au niveau local et international. Donc, Mireia Cano, modératrice et consultante en matière de genre, jouit de plus de 15 ans d'expérience. Elle a fondé la plupart de sa carrière sur des questions liées des femmes et les processus de paix. Elle a été conseillère en matière de genre et elle est également experte en tant que conseillère en politique de genre, stratégie de développement. Elle est aussi formatrice en matière d'égalité des sexes. Elle est fondatrice et principale consultante de Cano Gender Solutions, qui fournit des services de conseillers aux questions de genre aux agences des Nations Unies et aux ONG internationales et norvégiennes. Empecemos bien. Pues muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Yo antes quería agradecer sobre todo al Ayuntamiento de Bilbao y a la Cooperación Vasca por estas jornadas, porque detrás de estas entidades hay mucha gente que ha estado trabajando. Merci bien. Que estemos sentados en esta sala. Je vous remercie d'être ici. C'est une bonne opportunité que de nous revoir. Je suis ravie d'être ici. Je suis très contente de cette invitation. Je remercie donc les organisateurs. Je tiens à remercier notre public national et international. Et je tiens à dire que dans des journées concernant le genre, je pense que c'est important que d'écouter avec un regard ouvert. Je m'excuse pour les interprètes, parce que je ne sais pas comment ils vont traduire, parce que ce concept peut-être qu'il n'existe pas en français. Parce que nous avons plein d'idées concernant le genre et ce que ça veut dire, des femmes, des hommes, des filles, des garçons, des gens des différentes religions, des différents états civils, etc. Mais je pense que tous ceux qui travaillent sur le genre ont besoin de penser le genre en tant que créativité, c'est-à-dire il n'y a jamais assez de ressources, il n'y a jamais assez de personnel, il y a jamais assez de temps lors d'une urgence pour travailler sur le genre, un travail qui est tellement important. Donc, dans une journée comme celle d'aujourd'hui, qui traite le thème du genre et les urgences humanitaires, je pense qu'il faut réfléchir sur ce concept. Donc, deuxièmement, j'ai une réflexion qui propose de rencontrer 5 personnes. Il y a quelques semaines, j'étais à un congrès et le modérateur nous invitait à connaître 5 personnes, mais pas des personnes qui travaillent dans notre même ONG ou des urgences, mais personnes que nous disaient bonjour, mais qu'on ne connaissait pas vraiment. Donc, quand le modérateur nous invitait à faire cet exercice, moi, je m'y suis mise, je me suis tournée vers la dame que j'avais à côté, et je lui ai dit en anglais « Hello, how are you ?» Et c'était une dame de Pakistan avec son voile, ses lunettes, complètement concentrée dans le congrès. Et puis elle m'a raconté comment elle est arrivée de Pakistan à Oslo avec sa famille, son mari, ses enfants, etc. Et puis après, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous faites dans la vie pour gagner votre vie? Et elle m'a dit, je fais des jouets sexuels. Et là, je me suis rendu compte que moi, en tant que consultrice, d'expert en genre, j'avais mes idées et mes préjugés. Parce que moi, je voyais une femme qui venait de Pakistan, qui était à Oslo, et elle m'a complètement surpris.
Donc, tous ceux qui travaillons dans l'action humanitaire, nous avons également ces préjugés et on pense qu'on connaît les personnes qui sont à côté de nous, qui ont été affectées ou impactées par une urgence. Nous croyons que nous savons bien quelles sont leurs priorités, leurs besoins, etc. Et moi, je pense que pour effectuer un diagnostic de besoin, il faut s'en débarrasser, se débarrasser de tout cela. Il faut écouter avec un regard ouvert, comme je dis tout à l'heure. Il faut être prêt à adapter l'assistance humanitaire à ce que les personnes vont nous dire, au lieu d'appliquer ce que nous croyons que ces personnes vont demander. Donc, Ximena Echeverria, je vais la présenter, elle est bolivienne, elle a 20 ans d'expérience professionnelle au niveau local et international. Elle a travaillé en matière de planification stratégique, de qualité appliquée aux programmatiques, de suivi, évaluation, d'apprentissage et de mesures d'impact dans le domaine humanitaire et du développement à long terme. Elle va nous aider à comprendre comment nous avançons dans nos engagements institutionnels et comment la vie des personnes peut changer grâce à nos interventions de réponse humanitaire. Et comment faire pour que ces changements puissent être positifs et durables pour tous et toutes. Et voilà pourquoi elle est ici aujourd'hui, pour partager cet outil de diagnostic du genre et pour nous inspirer dans notre travail de souhaiter apprendre davantage et aller au-delà de tout cela. Ximena, vous avez la parole. Solo un minutito, perdón, voy a... Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. ¿Ahí? Sí, pero me estabas compartiendo, creo. Ahora está cogiendo. Vale, vamos a ver. Pueden ir aprovechando para conocer a la persona que tienen al lado. Vous pouvez profiter de ce temps-là pour connaître la personne qui est assise à côté de vous. Entonces estaba... Ahora. Ahora, perfecto, ok. Solo me instalo bien aquí para poder arrancar. Perfecto. Pues buenos días a todos y muchas gracias nuevamente, reiterando. Merci beaucoup. Comme Mireia disait, je tiens à remercier toutes les personnes de l'organisation qui nous ont invités aujourd'hui ici pour apprendre et nous rencontrer. Je vous dis bonjour, bon après-midi pour les personnes qui sont dans d'autres régions du monde, online. Et donc, on va démarrer avec la première séance de ce matin. Le but de cette séance est de donner une réponse ou connaître mieux ce qui est l'analyse de genre rapide. Comme on nous a dit hier, nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons dit hier concernant cet outil. Donc l'idée, c'est de vous donner une idée générale de ce que c'est qu'un diagnostic et comment il peut être mis en œuvre. Je vais vous donner quelques exemples, évidemment, des différentes phases de ces diagnostics. Puisque nous travaillons dans des contextes bien difficiles, il y a des défis auxquels nous nous heurtons tous les jours. Et très brièvement, à la fin de ma présentation, nous allons voir où est situé le diagnostic rapide de genre vis-à-vis d'autres outils que nous pouvons utiliser dans le cycle de réponse humanitaire. Donc, tout ce que je vais mentionner et dire ici a été mentionné par Isadora hier, et tout est disponible ici sur ce site web. Vous avez ici quelques liens. Ici, vous avez des ressources des boîtes à outils. C'est en français, anglais et espagnol. Et vous allez voir ici tous les outils, tous les formulaires, tout ce qu'on utilise dans les étapes du diagnostic partout dans le monde. Et puis, deuxièmement, vous allez voir ce lien-là qui concerne le programme de formation sur le diagnostic rapide, l'analyse de genre rapide. Vous pouvez y accéder, bien sûr. Je pense que cette présentation va être disponible pour toutes les personnes participantes. Donc, si nous prenons la perspective de CARE, nous pouvons voir ici l'histoire du diagnostic rapide de genre.
nous voyons quelques jalons ici. C'est le premier, c'est donc la création de ce système. Isadora, c'est la personne qui a démarré ce processus dans le contexte particulier de la Syrie, où le contexte était très difficile, où les personnes sur place n'arrivaient pas à effectuer un diagnostic de genre. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut intervenir, comment est-ce qu'on peut créer une boîte à outils, quels sont les outils rapides dont on a besoin pour comprendre la situation du genre en Syrie, dans ce cas-là, en 2013. Puis après, en 2015, nous avions déjà la boîte à outils consolidée. Nous avons consolidé également notre programme de formation, qui est très accessible cet outil est très accessible en tant que méthode, mais il faut une petite formation. Donc après, en 2018, le comité permanent inter-agence a rédigé le manuel de genre pour l'action humanitaire. C'est un outil bien reconnu maintenant, qui peut être accédé par tout le monde, qui est disponible dans plusieurs langues. C'est un outil très utile, très essentiel pour nous. Et puis en 2020, à Caire, nous avons fait une évaluation externe avec des consultants externes. Donc, on a compilé un échantillon de diagnostics effectués partout dans le monde pour en tirer des conclusions, savoir ce qu'on a appris, ce qu'on a fait, et puis quels sont les défis vis-à-vis de l'avenir. Donc, en général, voilà donc notre ligne temporelle. Et puis, il faut reconnaître que lorsqu'on fait des analyses de genre rapides, il faut reconnaître que les crises et les urgences ne sont pas neutre au niveau des genres. Donc notre idée, c'est d'explorer tout cela et d'analyser l'impact de ces situations sur les genres et voir comment les hommes, les femmes, les filles, les garçons sont impactés, mais également la classe, l'ethnie, notre condition économique, notre condition migratoire sont impactés de manière différente. Donc, comme on l'a dit hier, lorsqu'on va faire une analyse de genre rapide, nous allons voir des inégalités qui ont été augmentées par la crise. Mais il faut avoir ce radar pour détecter des opportunités existantes. Qu'est-ce qui a changé dans la dynamique des genres? C'est une opportunité, des fois, qu'une crise pour franchir des étapes, franchir des pas en avant. Nous voyons ici les étapes du diagnostic rapide. Je vais faire une petite récapitulation. Tout d'abord, il s'agit de quelque chose de rapide. Il faut que ce soit un travail agile, rapide, qui soit pertinent, qui nous permet de recueillir des informations. Il faut donc aller à l'essentiel. Il s'agit d'un processus progressif. Il y a quelques interactions. Nous démarrons avec ce que nous avons, avec ce qu'on peut considérer suffisamment bon à un moment donné. Et puis nous avançons. Donc il y a cette idée d'accepter l'imperfection et comprendre que ça fait partie de notre travail. Notre diagnostic va être imparfait. Moi, j'ai un exemple en Nigeria, l'un des diagnostics que l'on a effectué qui était très explicite au départ. On n'a pris que des adultes de 1 à 65 ans. On ne tient pas compte d'enfants, d'adolescents ou des personnes handicapées. Donc, on n'a pas des informations de ces personnes-là en Niger. Donc, c'est en Niger. Donc, on s'est concentré sur des personnes de 20 ans à 65 ans. On a limité, donc, dès le départ, nous souhaitons arriver à des recommandations, des préconisations qui vont aider des experts d'eau, par exemple, et qui doivent être complémentaires à ce qui est déjà existant, à ce qui a déjà été fait concernant les dynamiques des genres. Par exemple, l'installation de toilettes qui doit être différenciée pour les hommes et les femmes. Peut-être qu'il y a des choses qui ont déjà été définies, mais qu'est-ce qui se passe avec des personnes handicapées? Donc, notre diagnostic doit être complémentaire aux analyses déjà effectuées.
Notre diagnostic doit pouvoir être mis à jour à des niveaux bien différents. Nous avons des analyses par région, la région du Mekong, Amérique latine. Il s'agit des crises qui touchent des régions, des sous-régions. Nous avons des analyses au niveau national ou spécifiques à des crises au niveau sous-national. Et nos analyses peuvent être différentes et peuvent avoir des buts bien différents. Nous souhaitons changer des sujets concernant la politique, les dons, la manière dont les dons sont effectués, ou on pourrait réellement effectuer des analyses bien pratiques, par exemple, comment effectuer la distribution d'aliments. Et finalement, pour moi, le diagnostic rapide de genre a une valeur très importante qui est en fait qu'il s'agit d'une opportunité d'apprendre. Dans mon cas particulier et personnel, moi je ne suis pas spécialiste genre, mais cela m'a donné l'opportunité d'améliorer mes compétences concernant le genre. Au-delà de la compréhension théorique, cela m'a permis d'analyser et de tirer des conclusions. L'analyse rapide, de genre rapide ou AGR nous permet d'explorer tous les points que vous voyez ici sur l'écran. Les rôles, les responsabilités de genre dans un contexte de crise, tout en comparant ce qui arrivait avant la crise et après. Cela nous donne une capacité, des mécanismes de faire face à la crise. En Éthiopie, s'il y a une sécheresse, les personnes doivent migrer, aller ailleurs pour avoir des ressources pour mener à bien leur vie. Donc il y a des mécanismes dont ils se servent pour le faire. Il y a des femmes, par exemple, qui changent leur dynamique. Donc ce système, l'AGR, nous permet d'analyser tout cela, nous donne un accès aux services. La population LGTBI, par exemple, au Népal, n'ont pas de papiers dus à leur identité et quelles sont les répercussions au Népal, au-delà du pays, etc. Vis-à-vis de la participation, le AGR en Ukraine nous a permis de voir que les femmes participent beaucoup plus dans des espaces informels au niveau de bénévolat, des organisations locales, un contexte proche, en fin de compte. Mais dû à ce système militarisé, elles ne sont pas dans l'espace public, elles n'ont pas de participation directe dans les espaces publics. Donc il faut rendre visible cette situation tout le long de diagnostic. Protection. Donc hier, Isadora nous en parlait, la violence basée sur le genre est presque augmentée lors d'une crise, mais il faut l'aborder avec soin parce que le recueil de données liées à la violence basée sur le genre, ça a beaucoup d'implications techniques, éthiques et de sécurité, bien sûr. Mais il faut l'aborder d'un point de vue de la sécurité, c'est-à-dire comment est-ce que les personnes se déplacent, quelle capacité, quelle mobilité est-ce qu'elles ont, quels sont les risques qu'elles prennent quand elles vont aux toilettes, par exemple. Et finalement, je parlerai des besoins et aspirations. Hier, on parlait des aspirations dans un contexte d'urgence. Avec l'AGR qu'on a réalisé en Palestine, nous voyons qu'il s'agit d'une crise à long cours où on peut aborder des aspirations. Un exemple, c'est des femmes adolescentes qui parlaient de leur vision concernant l'accès à la formation, à l'éducation ou à l'apprentissage d'une activité économique. Donc, on est en train d'aborder une urgence, c'est vrai, mais ces aspirations peuvent nous orienter vis-à-vis de l'étape d'orientation et puis enchaîner avec d'autres interventions. Et finalement, je vais mentionner les différents secteurs. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et dans la partie verte du diagnostic, nous essayons de simplifier le langage de genre pour que ce soit plus simple pour le public en général. Et sur le côté gris, ici, vous voyez le cadre d'analyse de genre général de CARE. Et comme vous le voyez, c'est un langage plus lourd
Et en rédigeant le document, il faut avoir plus de conscience de genre en général pour analyser ces éléments à fond. Donc ici, le message est que l'analyse rapide essaye de simplifier, c'est-à-dire faire une analyse de genre en abordant les aires d'analyse nécessaires, mais en simplifiant l'utilisation des différents termes du langage et en focalisant vraiment là où nous voulons travailler. Les délais recommandés pour une analyse de genre rapide, voilà, ceci est un cycle idéal, mais il s'adapte après aux conditions de chaque lieu. En théorie, dans une réponse humanitaire, on devrait avoir des cycles de préparation réguliers. Nous faisons une préparation pour les désastres, pour les catastrophes, et après là, il faudrait voir quelles sont, là, on saurait déjà quelles sont les relations, les conditions de genre dans ce pays-là. En théorie, dans la préparation aux urgences, nous avons déjà une certaine information, on comprend déjà les contextes préalables à la crise. Le moment où la crise démarre, 48 heures après, on fait une mise à jour de cette information qu'en théorie, on avait déjà. Sinon, il faudrait la créer de zéro, mais alors ce serait aussi des données secondaires. On essaie de comprendre. Voici ce qu'est ce pays ou cette ville, etc. Donc, 2 semaines après, on aura déjà pu revoir les données secondaires. On aura vu des rapports que font les Nations Unies, que font d'autres agences, des informations locales dans notre langue, car des fois, c'est en d'autres langues qu'on a des informations plus importantes que ce qu'on peut trouver en anglais ou autre. Et là, nous aurons déjà un premier diagnostic avec des données secondaires. Au bout de 2 semaines, si nous allons tirer des données primaires, en posant des questions, 2 semaines après, on aurait déjà un rapport complet. Je tenais à souligner ce qu'a dit hier Isadora. Le moment clé est ici, c'est les 48 heures. C'est là qu'on prend des décisions. Les donneurs, qui va financer nos propres agences, nos propres organisations, décident déjà comment nous allons agir. Donc, le fait d'avoir une idée de genre en délai court, dès le début, c'est un élément clé que l'on complétera au fur et à mesure qu'on complète le diagnostic. Et si on a de la chance, à la fin de la réponse humanitaire, il y aura un processus d'évaluation de la réponse dans son ensemble où nous récupérons à nouveau des questions du diagnostic pour voir si vraiment on a abordé ce qu'il fallait. Les pas pour le diagnostic rapide sont 5. Je vais les décrire un par un. Mais voici le cadre initial dans lequel on a conceptualisé la boîte à outils. On commence par chercher. Chercher, c'est le premier pas, c'est-à-dire comprendre le genre maintenant, dans le moment préalable à la crise. Comme je disais, ceci fait partie de l'étape de préparation et si on ne l'a pas faite, sur le coup, il faut le faire, mais il faut comprendre comment étaient les choses avant la crise. Et il faut souligner, il faut supporter ça avec des données. Les rôles, la différence de genre, les différences économiques, la participation, etc. Les exemples que vous voyez ici, celui d'en haut est plus récent, c'est l'Ukraine, et ça peut être aussi simple qu'une infographie. Il s'agit uniquement de comprendre le pays. C'est un pays où il y a une majorité de femmes. Comprendre qu'il y a ces populations concernant l'âge, c'est significatif. Comprendre que les femmes dépendent plus des programmes d'aide sociale lorsqu'elles sont dans une période de retraite. Comprendre que ces théories-ci sont les statistiques de personnes handicapées, mais lorsque on compare les 2 derniers recensements, les chiffres sont exactement les mêmes, donc il y a quelque chose qui cloche là, mais on peut déjà identifier ce type de choses. L'exemple d'en bas est de l'Irak. C'est un document un peu plus vaste, réalisé avec le support de Oxfam, ça peut avoir 2 à 10 pages, ça dépend, mais celui-là, il est plus narratif. Encore une fois, l'idée est de comprendre le contexte. Ensuite, nous allons au pas numéro 2, récopilation. Donc, nous avons déjà obtenu des informations, mais il faut approfondir. Des données secondaires.
qu'est-ce que nous avons disponible? Donc, nous avons un tas de documents, nous rassemblons des documents et selon la base de ce que nous avons marqué sur les différents documents, nous allons approfondir sur certains de ces documents. Il faut obtenir des informations additionnelles, il faut rentrer dans le détail de ce contexte de la crise et focaliser sur de groupes concrets si besoin, sur des populations sur lesquelles nous n'avons pas de données, ou bien des populations qu'il faut bien comprendre parce qu'il y a des informations contradictoires. Dans certains cas, moi j'ai vu en diagnostic interagence qui tire une conclusion concernant le rôle des femmes pour les décisions des foyers et qui est contraire à un autre rapport qu'on trouve qui dit exactement le contraire. Donc, il faut confirmer ou pas tout ça. Ce n'est pas statistiquement parfait. Ça n'a pas été conçu pour ça. Mais il s'agit de voir qu'est-ce qu'on veut enquêter, où on veut rechercher, qu'est-ce qu'on va choisir. Et puis, il faut couvrir différentes couches de la société. On voit des femmes qui viennent de foyers monoparentaux, qui sont seules et qui doivent prendre soin de personnes handicapées, ou mineurs ou autres. Donc, on ajoute différentes couches pour voir quels sont nos objectifs, nos personnes objectifs pour obtenir ces informations. Comme disait Mireia, il ne faut jamais rien présupposer, il y a toujours des surprises. Un exemple pour moi, c'était, je crois, au Népal. En conditions de sécurité alimentaire, on voyait que la plupart des personnes perdaient l'accès à la nourriture à cause du Covid. Mais pour une raison ou l'autre, il y avait une ville qui mangeait mieux, plus sain, qui avait établi des priorités dans la forme dont ils utilisaient la nourriture. Donc, des fois, on peut être surpris. L'action sans dommage, l'utilisation responsable de données est très important ici. Toute obtention de données implique une responsabilité. Il faut s'assurer que les personnes se trouvent dans un milieu sûr et qu'elles veulent participer. Je vais vous donner des exemples. Ces icônes font partie du toolkit de la boîte à outils. Voici, ce signe-là, c'est les focus group, les groupes focaux. Et là, il s'agit de femmes, différentes femmes qui se réunissent, ou bien ça peut être une seule femme, peut-être pour assurer une plus grande sécurité dans l'espace. On peut ventiler ça par âge. Ensuite, on peut faire des enquêtes avec un formulaire et des sondages, et on peut faire ça de différentes manières. Ça peut être l'observation aussi, il y a des guides pour ceci dans la boîte à outils. Il peut s'agir d'un entretien avec un informateur clé. Ça peut être des histoires. Isadora citait hier les histoires qu'elle aime plus, comment on peut tirer des histoires individuelles qui peuvent nous aider à comprendre l'urgence. Et on peut faire des analyses plus graphiques concernant la liberté de mouvement dans un camp, par exemple, et comment une femme a accès à la tente, à ses voisins, aux installations d'assainissement, d'hygiène, au marché, etc. Donc, savoir comment les gens bougent là-dedans. Voici des facteurs clés dont il faut tenir compte. Il faut décider quelle méthode utiliser selon le contexte, mais il faut être ouvert aussi au changement de plan. Au Nigeria, lorsque nous avons recensé des données, nous avons voulu utiliser des outils technologiques. Nous avons un app, c'est le Voice App. Alors qu'on fait l'interview, ça transcrit et ça va tout transformer en texte. C'est une façon de soi-disant dicter et ensuite cataloguer certaines réponses. Technologiquement, c'est fantastique parce que ça nous permet de capter toute l'information et déjà la classifier vers l'analyse. Mais il peut arriver, et c'est arrivé, que la personne qui est interviewée, au bout d'un moment, dit « Moi, je ne veux pas continuer. Votre façon de demander, cette transcription, ça, je n'aime pas du tout ça, je ne veux pas continuer. » Ou bien nous préparons la technologie et les femmes disent « Moi, je veux une interview, mais avec ma voisine à côté. » Et la voisine contribue à l'interview. Alors,
il y a une espèce de bruit qui se génère dans la dynamique de cet entretien. Donc, ce n'est pas seulement une personne, mais deux qui sont interviewées. Donc, la technologie et les moyens que nous avons à portée de la main sont fantastiques, mais tout est relatif et il faut savoir que les plans peuvent changer. Concernant les médias numériques, ce qui peuvent être 15 minutes de conversation peuvent devenir 30-40 minutes, une fois transformé en numérique. Des fois, on veut poser 15 questions, mais à la fin, on n'en pose que 2. Donc, il faut tenir compte de tout ça lorsqu'on obtient des données. Des exemples, ça c'est uniquement visuel. Pour vous donner une idée, c'est un entretien typique et on vous demandait hier quel type de questions on pose. Mais ça c'est un exemple et la personne qui fait l'enquête remplit ça au fur et à mesure que la personne interviewée répond. Des besoins liés au genre, etc. Ici à gauche, les groupes focaux. Des exemples de questions qu'on peut faire. Ce sont des groupes de discussion et c'est plus en dialogue. C'est des questions plus ouvertes, on essaye de tirer en dialogue. Et ici en bas, c'est une histoire de changement et c'est que pour une personne. Pour ce qui s'est passé, pourquoi ce changement est important, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et ensuite, on peut continuer à enquêter d'autres, mais on essaie de focaliser sur la personne. Ici, il y a 2 enjeux importants. Normalement, lorsque nous obtenons des données, nous voulons savoir ce qui a changé, mais souvent, nous oublions l'état de la personne impactée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé? Bon, il n'y a plus de nourriture. Et les gens n'ont plus de travail. Il n'y a plus d'accès à l'eau. Quel est l'impact sur moi? Ça, c'est une histoire plus profonde et différente. Donc, il faut essayer de focaliser sur cette dernière question. Quel impact a ceci eu dans ma vie? Et puis, il n'y a pas de nourriture, alors je ne mange pas parce que mes enfants doivent manger. Il n'y a pas d'eau, la file est longue, le matin, il y a trop de monde là, alors j'y vais le soir, je ne dors pas. Voilà, c'est l'impact personnel. Et un autre enjeu que j'ai constaté, c'est dans une situation d'urgence, une personne va toujours essayer de communiquer ce qui se passe pour sa famille, sa communauté, parce que ça concerne beaucoup de personnes en même temps. Le groupal est important, mais l'aspect individuel nous intéresse beaucoup. Donc, il faut trouver un équilibre entre ces 2 aspects-là. Le point numéro 3, et pour moi, c'est le plus grand défi, il s'agit d'analyser. On a énormément de données, une grande quantité de documents, très peu de temps. Comme disait Isadora hier, un collègue démarre l'analyse de 8h à 4h. À 4h, il le passe vers l'Australie pour qu'il continue ensuite vers l'Amérique. Mais il faut que ça tourne, que ça continue constamment. Beaucoup de sources. Des fois, comme je disais, il y a des cas contradictoires. Alors, il faut en décider, il faut trancher quelle est la bonne conclusion. Mais c'est bien. Il faut qu'on se sente confortable avec un exemple comme celui-ci et remettre en question les données. Si on n'a pas une vraie confiance en une donnée, il faut continuer. Donc, comme je disais, concernant les handicapés, si les données, le chiffre est exactement le même sur 2 années consécutives, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'obtention de ces données. Et puis les perspectives, les différences, ce qui est 6 pour les uns, c'est 9 pour les autres. Et il faut savoir comment montrer ça dans le diagnostic, mais il faut tirer une conclusion. À la fin, on va toujours avoir de différentes perspectives, alors c'est comme ça. Et ce graphique, avec tout mon biais de données, parce que c'est bien mon domaine de travail souvent, mais voilà, généralement, nous avons des données qui se trouvent à différents endroits, qui concernent différents sujets. Des fois, on arrive à les connecter, si on a de la chance. L'idée concernant le diagnostic de genre est de tirer des conclusions
à partir de toutes ces données. Et ça, c'est les petites lumières. Et l'idéal serait d'arriver à ce dernier point, wisdom, donc sagesse, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas de nourriture, donc je ne mange pas, etc. Et donc enchaîner toutes les implications que ceci a pour les personnes. Et voilà l'enjeu le plus grand, parce qu'analyser des données est tout un art. Et tirer des conclusions de tout ça est difficile. Et savoir ce qu'on peut laisser de côté, c'est une décision dure. Hein? Quelles sont les données dont je ne vais pas tenir compte? Et comment on voit ça lors d'une analyse de données? On peut le visualiser comme une graphique. Celle-ci est de l'Ukraine, les besoins des personnes et la différence entre hommes et femmes. Les femmes en jaune, les femmes en jaune, les hommes en bleu. Selon avec qui on parle, la perception peut être très différente. Ici, à niveau de protection, les hommes et les femmes sont au même niveau. Mais quand on parle de revenus, d'emploi ou d'hébergement, la chose change selon les uns et les autres. Bon, ici, on parle que des hommes et des femmes, hein, mais on voit déjà que les entrées sont très différentes. Ici, en haut, c'est plus la narrative. On a des conclusions générales, comme la crise est en train d'agrandir les inégalités préexistantes. Bon, ce n'est pas nouveau, mais il faut quand même que cela fasse partie du diagnostic. Ici, je n'ai pas mis tout le texte parce qu'il est long, mais on décrit la disproportion de tout pour certains groupes. Il faut voir comment on rédige notre trouvaille, nos conclusions. Et ensuite, après ça, nous avions dans le texte ce qui se passe pour les réfugiés, pour les populations LGTBI, etc. Cet autre exemple est en anglais, mais c'est juste pour avoir une vision. Cela vient du Bangladesh et encore une fois, l'intention, on fait l'analyse, on a tant d'informations, il faut tirer des conclusions. Quelles ont été ces conclusions? Quelles sont les conclusions générales et quelles sont les conclusions bien spécifiques de chaque secteur? Dans nos trouvailles et les difficultés que nous avons constatées, c'est des femmes, des enfants, différentes choses. Le point 4, rédiger des recommandations. Il y en a plusieurs types. Il y en a qui sont une réponse, c'est-à-dire il faut faire ceci comme barrière et comme réponse. Par exemple, changer le point de distribution d'eau, changer le point de distribution de nourriture parce qu'il n'est pas accessible, il n'est pas sûr, c'est pas au bon endroit. Changer la distribution des zones d'assainissement. La réponse aux services, les services de réponse aux problèmes de genre, etc. Et la deuxième est plus liée aux opportunités. Elles peuvent être transformatrices en profitant des opportunités que peut des fois apporter une crise, entre guillemets, et voir ce que ça peut signifier dans le moment de la récupération. C'est-à-dire, par exemple, là, on voit que pendant la crise, les femmes se mobilisent, qu'elles deviennent plus protagonistes. Alors, comment profiter de ça? Parce qu'il y a un potentiel pour voir quel va être le rôle des femmes lors de la récupération, est-ce qu'elles vont participer aux décisions, etc. Vous le verrez dans les diagnostics, mais il y a des recommandations très spécifiques aux personnes et aux entités. Le cluster de l'eau devrait être tel. Le secteur humanitaire des Nations Unies et le consortium X devrait être comme ci ou comme ça. Des acteurs locaux comme CAR et son équipe technique devraient être comme ça. Et plus elles sont concrètes et plus elles interprètent un acteur, plus faisables elles deviennent. Des formules avec d'autres. Ça, c'est mon expérience aussi. Hein. Lorsqu'on a analysé des données et qu'on revoit ce qu'on peut faire, par exemple, pour l'eau et l'assainissement, parler avec le technicien en charge est très, très important. Parce que on peut lui dire, voilà, voici les conclusions de mon analyse. Est-ce que vous trouvez que ça
un sens ou pas. Et peut-être il va nous dire oui, et peut-être il va nous dire mais c'est absurde, c'est impossible à faire là-bas. Voilà. Et ici, bon, ce n'est pas une pratique commune, hein, mais nous sommes en train de débattre ça à présent. Est-ce qu'on va accepter la recommandation? Enfin, parce qu'on va accepter la recommandation, elle va poursuivre. Et alors, il faut voir comment faire un suivi. Parce que nous, on lance la recommandation dans le bon espoir que ça va s'appliquer. Mais ensuite, à présent, il n'y a pas de mécanisme qui nous permette de savoir si elle a été adoptée, etc. Voici des exemples de recommandations. Je ne vais pas tous les lire, hein, mais seulement pour vous donner une notion de ce qu'on peut attendre des recommandations. La première était un diagnostic mené en Palestine et l'intention du diagnostic était, ça s'est fait avec OCHA et c'était pour informer le plan de réponse humanitaire interagence. Donc une recommandation de ce type est tout à fait rationnelle. Et ça veut dire que dans le but de ce plan, on devrait inclure des objectifs de travail avec des organisations lidérées par des femmes ou des femmes qui luttent pour des organisations qui luttent pour les droits de femmes. C'est très large comme recommandation, hein, mais ça fait tout à fait, c'est tout à fait logique dans cette stratégie humanitaire. Dans le cas de l'Ukraine, une grande recommandation faite de haut niveau, et c'est la recommandation que les donneurs, lorsqu'ils donnent des fonds pour la réponse en Ukraine, soient sûrs qu'il y aura une analyse de genre dans la réponse. Encore une fois, c'est vaste, c'est grand, mais tout à fait nécessaire. Et ensuite, on atterrit, on concrétise. Par exemple, ça c'est du Mekong, la troisième, un peu plus spécifique de cette zone. Les services de protection, dans ce cas, aux travailleuses sexuelles étaient clés. Et là, on peut travailler d'une manière plus concrète avec cette population et ça concerne différents pays. Et les deux derniers exemples, le premier vient de l'Éthiopie. Ils sont plus détaillés tous les deux. Hein. C'est l'implication des hommes et des enfants dans l'action humanitaire. En Éthiopie, comme résultat de la sécheresse, les hommes subissent davantage de pression. Il y a de la polygamie, donc un homme doit fournir tout ce qui est nécessaire pour différentes familles. Ensuite, des problèmes migratoires. Des fois, ils doivent aller ailleurs pour gagner de l'argent. Et ils sont exclus de la réponse humanitaire. Ils ne sont pas considérés une population vulnérable. Donc voilà, il faut dire, il faut inclure les hommes dans les espaces de réponse des organisations humanitaires en vue de la situation qu'ils subissent. Donc, ils sont considérés moins vulnérables, oui, mais ce qu'ils font peut avoir un impact sur tout le contexte humanitaire. Partager. Là, il s'agit d'avoir un plan et de savoir ce qu'on va faire avec le diagnostic lorsqu'on l'aura. Avec qui on va le partager, quel est l'usager final, etc. Voici un exemple, ce n'est qu'une copie de ce que pourrait être un plan de partage. Et on définit avec qui on veut le partager. On ne va pas peut-être partager tout le document, on choisit quelle partie est clé selon quelle recommandation. Par exemple, je vais parler des Nations Unies et je vais focaliser sur des recommandations qui leur concernent, qui les interpellent. Je vais parler avec l'équipe de réponse sur place, localement, alors je vais parler des opérations, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Ce que nous avons appris avec l'évaluation du AGR 2020, c'est que le simple fait de partager, contextualiser un diagnostic de genre peut avoir un impact sur différents espaces. Ça, c'était aux Nations Unies avec l'AGR global que nous avons fait avec la COVID. Et nous avons influencé sur la prise de décision sur un domaine global, dans la décision de coopération sur différents plans. Donc, rien que le fait de partager est important et il faut savoir comment le présenter à chacun et générer un dialogue. Merci Mireia, je vais bientôt finir, oui. Où en sommes-nous chez CARE? Et le grand débat que nous avons à présent, c'est si nous devrions avoir un point 6. Le point 6 serait
l'impact. Les recommandations, fantastiques, le document, merveilleux. Nous sommes tout à fait fiers de toute l'information que nous avons créée pour une meilleure réponse humanitaire. Mais que se passe-t-il après les recommandations? Qui sera en charge? Comment savons-nous si ça a été appliqué? Quelles décisions avons-nous prises? Lesquelles on va mener de l'avant et lesquelles pas? Il faut être très conscient de tout ça. Et on se disait qu'une fois qu'on a le document, l'idéal serait que l'équipe de réponse se réunisse et qu'ils décident recommandation après recommandation, une à une, lesquelles on va aborder, sur lesquelles on s'engage, lesquelles vont être inclus dans l'activité du projet qui va être mesuré, monitorisé, etc. Et lesquelles on va laisser de côté et on ne portera pas de l'avant. C'est une question finalement, de transparence et reddition de comptes. Alors, on réfléchit, on se dit quel sera l'outil dans ce dernier pas. Et là, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire pour une raison ou pour l'autre. Et donc, la monitorisation et l'impact. Et nous savons que pour le moment, c'est notre point faible et que nous voulons l'améliorer. Je n'ai plus que 2 diapositives et là, je finis. Concernant notre expérience en tant que CARE, je pourrais vous dire que l'analyse de genre rapide a été une opportunité très grande pour un outil qui n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire de faire ça chez CARE, mais c'est devenu une pratique commune. Parce qu'après la Syrie, après le Soudan, etc., l'organisation a vu que c'est hautement utile pour la réponse humanitaire. Donc, organiquement, les équipes ont commencé à l'utiliser. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas une condition préalable, mais c'est devenu une partie de notre culture. Nous pouvons maintenant dire que la réponse est meilleure. C'est ce que nous dit l'évaluation. Nous adaptons notre réponse. Elle n'est pas idéale, bien évidemment, mais nous l'adaptons. Nous pouvons prouver qu'il y a des décisions programmatiques qui sont prises après le diagnostic rapide de genre. Nous avons amélioré notre prise de données, nous sommes meilleurs en recensant des données. Et l'analyse, des fois nous sommes un peu à court, il faut améliorer ça. Et l'obtention, le tirer de conclusion à partir de nos données. Nous avons amélioré la création de diagnostics en collaboration avec d'autres partenaires. Donc, tout ce qui sont faits avec des partenaires ou des organisations locales sont clairement les meilleurs et ceux qui ont plus de valeur aussi pour les autres acteurs. Et comme je disais, c'est devenu un mécanisme d'influence, utiliser les ARG avec différentes organisations. Donc, les parties qu'il faut travailler, c'est l'impact, je l'ai dit. Nous avons une bonne réponse, mais nous ne pouvons pas encore prouver certaines choses. Nos mécanismes pour mesurer l'impact dans la réponse humanitaire ne sont pas encore connectés. Donc, si nous avons adapté la forme dont nous donnons la nourriture, nous ne pouvons pas dire si ceci a finalement amélioré la condition d'alimentation des personnes. On débat à l'organisation, on se demande si le diagnostic est une course ou un marathon. À la fin d'un diagnostic, on est épuisé, on se demande pendant combien de temps on peut tenir ce rythme en faisant des analyses rapides l'un après l'autre lorsqu'on a un contexte humanitaire très compliqué. C'est-à-dire, quelle est notre énergie? Concernant l'analyse de données, combien de données pouvons-nous consommer, analyser, etc. Parce que nous obtenons beaucoup plus que nous ne pouvons digérer, pour ainsi dire. Alors, quand arrêter dans l'obtention de données? Des discussions sur si c'est logique de faire en ARG ou s'il faudrait focaliser sur les diagnostics de besoins sectoriels. Moi, ma position est que le ARG nous donne des pas à suivre qui sont très utiles et je pense qu'ils sont complémentaires et que le ARG peut finalement compléter des points aveugles, des points qu'on ne voit pas dans les sectoriels. Et les budgets, c'est-à-dire on a des ressources très limitées pour faire les diagnostics, sauf si le programme de réponse
réponse à tenir compte de tout ça depuis le début. Et là, je finis. C'est ma dernière diapo. Le diagnostic rapide de genre, comme je disais au début de la présentation, cohabite avec bien d'autres outils. Et voici une version très simplifiée de la vie, de la durée de vie d'un projet. C'est la conception, la définition et la planification. On le lance, on fait un contrôle de performance et on le ferme. Dans le diagnostic commence ici. Et puis il y aura différentes itérations tout au long du projet, mais ça démarre ici. C'est le point de départ. Mais au fur et à mesure, quand on fait ça, on se dit, bon, on a besoin d'obtenir des fonds. Et là, on va passer à l'intégration, enfin, un modèle d'intégration d'accès aux services. Ensuite, on va travailler dans l'implication d'hommes et enfants. Donc, il faut approfondir là-dedans. Al mismo tiempo, En même temps, nous souhaitons connaître en tant qu'organisation si tous ces engagements de genre avancent bien. Donc pour cela, nous avons le marqueur, l'indicateur de genre qui est un outil qui nous permet de connaître cela. Il y a une version adaptée au développement humanitaire et donc c'est obligatoire. Tous les projets au monde appliquent cet indicateur de genre lors de leur conception et application. Donc c'est une manière de savoir si tout cela est vraiment transformateur. Et finalement, nous avons la mesure de l'impact. Il s'agit d'une évaluation après l'action, une évaluation rapide qui récupère les éléments du diagnostic. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a un univers au-delà du diagnostic et tout cela est rendu plus complexe. Mais puisque les éléments sont enchaînés, cela est logique que de les mettre en œuvre ensemble. Et voilà. Merci beaucoup. Muchísimas Merci bien, Ximena. Et puis, nous avons une petite demi-heure pour des questions-réponses, des commentaires, des expériences que les membres du public souhaitent partager avec nous. Et je sais que poser la première question est toujours difficile, mais après, ça va aller mieux. Donc, ne soyez pas timide, s'il vous plaît. A ver, nos ha llegado una... Nous avons une question online qui est la suivante. Bonjour, je suis Greta Frankenfeld de Kalala Front des Femmes. La journée est très pratique et pertinente. Merci bien de cette présentation si intéressante. Sa question est, quel est le rôle des associations locales des femmes féministes? Est-ce que vous avez une équipe dédiée au recueil d'informations préalables dans les différents endroits? Merci bien. sí. Nous allons prendre une ou deux questions de plus et puis Ximena va répondre ces questions ensemble. So, my question is English. Hi, good morning. Moi, j'ai une question en anglais. Concernant le point numéro 5, l'étape 5 que vous avez mentionné, je souhaiterais savoir si on peut ajouter quelque chose comme le budget là, afin d'avoir une vision plus concrète, plus spécifique. Deuxième question, en tant qu'organisation locale et non pas comme CARE international, est-ce que cet outil est suffisant pour les donneurs? Est-ce qu'il est fiable? Comme vous avez dit lors de votre présentation, vous avez dit que vous établissez des priorités pour l'intervention. Est-ce que vous pouvez commenter un petit peu ça? Merci. Jimena, pues, Ok, voy a empezar aquí. Très bien, merci. Vis-à-vis de la première question concernant le rôle des organisations locales féministes, eh bien, c'est le rôle qu'on leur permet de jouer, c'est-à-dire
Cela dépend de la considération de cet élément dans le diagnostic de genre. Nous avons des expériences très institutionnalisées. On s'est associé avec l'OCHA, et voilà donc l'acteur impliqué. Nous avons des diagnostics où nous avions un rôle beaucoup plus important, prédominant. Par deux raisons. D'abord, leur connaissance du contexte, qui peut mener à un diagnostic plus précis. Et puis, lorsqu'on parle d'augmenter les possibilités des organisations locales, vis-à-vis du financement, eux, ils ont un plan beaucoup mieux concernant la réponse. Hier, Isadora a mentionné le programme Women Lead in Emergencies. C'est un bon exemple. Les femmes doivent être impliquées lors du diagnostic et lors de l'application de la réponse. Et concernant la deuxième question, cela dépend du pays. Nous avons des équipes au Bangladesh où il y a une infrastructure suffisante pour avoir une équipe préparé pour le recueil de données qui viendrait d'une municipalité puis pourrait aller à l'autre. Et ils connaissent donc l'analyse de données. Nous avons des équipes comme celle du Nigeria où on a besoin de support externe, où il faut former les personnes avant de recueillir des données. Il faut prendre des décisions vis-à-vis du recueil de données parce que nous n'avons pas de personnes formées pour. Donc, on fait des choix vis-à-vis suivant les capacités et les contextes du pays. Pour la question concernant le budget, l'idée, c'est une très bonne idée. Je pense que c'est très logique que de disséminer, de partager tout cela, parce que cela représente un coût économique également. C'est quelque chose que je n'ai pas fait lors du diagnostic où j'ai participé, mais je note cette recommandation, puisque je pense qu'elle est pertinente. Est-ce que c'est crédible? Moi, je pense qu'un diagnostic rapide de genre est tout à fait crédible. Ce diagnostic a déjà été mis en œuvre en 60 pays. Il y a plein d'exemples. On l'a fait aux Nations Unies, à l'OCHA. Il y a plein d'organisations locales qui le font, qui appliquent cette méthodologie. Donc, c'est vraiment fiable, je dirais. Concernant les critères pour la définition des activités qu'on va mener à bien sur la base des recommandations, eh bien, j'ai vu que cela dépend du critère technique du projet. Alors, nous avons le rapport du diagnostic, il y a une réunion de l'équipe de réponse et puis ils délibèrent et ils pensent ce qui est faisable ou pas. On fait des gaffes, des fois on prend ce qui est plus simple d'un point de vue logistique, opérationnel, puisque c'est des recommandations qui sont liées à ce qui est déjà en train d'être fait. Et des fois, on met de côté les recommandations les plus complexes. Mais je pense que c'est un défi que nous avons maintenant. Il faut les aborder, ces recommandations plus complexes. Et dans mon expérience, je pense qu'il faut rendre visible celles qu'on met du côté. Il faut savoir ce qu'on met de côté et les implications que cela a. C'est-à-dire, c'est une analyse un peu de notre conscience. Et bien sûr, il y a un rapport avec le budget disponible. Donc, des fois, il y a des recommandations que nous n'allons pas mettre en œuvre, mais il faut informer de cela. Il faut aller parler aux Nations Unies, à l'Oxfam, des associations féministes, parce qu'il faut faire quelque chose avec ces recommandations-là. Merci bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, allez-y. Good morning. I'm Rachid from Poland. Bonjour, je suis Rachid. Ma question est liée à la coordination, c'est-à-dire lorsqu'on parle de recueillir des données primaires, comme vous le savez, dans un moment de crise, on n'est pas seul. Il y a beaucoup d'acteurs, comme des agences des Nations Unies, des ONG et d'autres acteurs qui souhaitent recueillir des informations. Donc, la coordination peut nous aider à éviter de déborder les gens avec plein de questions, des questions qui sont les mêmes souvent. Comme par exemple, il y a des centaines d'organisations qui essayent
de connaître l'organisation des familles. Donc il y a une pression là, bien sûr. Les familles ressentent cette pression. Et ils cherchent des services et on le sature avec ce recueil de données. Alors, dans votre expérience, comment est-ce que vous traitez cela? C'est très compliqué d'arriver à une bonne coordination au départ, lors d'une crise. Mais c'est en même temps essentiel. Il faut s'asseoir ensemble et y réfléchir et savoir comment on va approcher les gens. Ça a été une des barrières les plus importantes chez nous. Et les gens se plaignent de toutes ces informations qu'on leur demande. Et ils nous disent, vous ne faites que nous demander des informations, mais qu'est-ce qu'on reçoit, nous? On vous aide avec vos recommandations, etc. Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on reçoit, nous? C'est ce que les gens nous disent. Alors, la crédibilité des organisations va être impactée par cela, puisque des fois, les gens ne savent pas trop qui pose la question et qui offre l'aide. Let's take one more. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une deuxième, peut-être? Oui, bonjour, merci bien de cette présentation. Je suis Marthe Escasibart et il s'agit d'une question bien spécifique concernant cette phase de recueil et analyse de données. Je souhaite vous demander tout simplement si vous utilisez ou vous pensez que dans l'avenir, vous allez utiliser Big Data ou des technologies qui pourraient vous aider à recueillir, à mettre en ordre, classifier des données. Et non seulement pour un diagnostic spécifique, mais en général, c'est-à-dire d'une manière plus générale. Voy aquí. Okay. Perfecto. Très bien. Vis-à-vis de la coordination, je vais partager ici mon expérience. Donc, si vous avez d'autres expériences, ce serait bien de les partager ici, si vous voulez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En général, par défaut, on répète les efforts, on double nos efforts. Moi, j'ai participé dans un cas-là, en Bolivie, en mon pays, et au moment où la crise est arrivée, il y a eu une réunion avec des associations qui allaient travailler dans une région spécifique. Et donc, on s'est demandé jusqu'où on allait pouvoir poser des questions. Donc, on a laissé pour CARE toutes les questions liées au genre, qui est notre expertise. Il y avait d'autres questions concernant le secteur. Et puis, il y avait un type spécifique de questions liées au genre. On laissait à CARE. Et dans le diagnostic sectoriel, il y a des coordinations entre agences. Donc, si Oxfam allait travailler sur l'eau, donc le diagnostic serait commun. C'est vrai que la coordination demande du temps, mais dans mon expérience, ça peut se faire, bien sûr. Lors de la GR d'Ukraine, il y a eu une recommandation qui demandait des donneurs que toutes les organisations qui reçoivent des fonctionnements libèrent leurs données et pour que leur diagnostic soit accessible. Moi, je pense que c'est très intéressant ça aussi, que les donneurs, lorsqu'ils nous donnent des fonds, exigent qu'on libère, qu'on partage les données et qu'on les fasse accessibles. Je n'ai pas vu cela ailleurs. Peut-être qu'il y a d'autres exemples, mais ça m'a surpris et je crois que c'est intéressant que d'agir comme ça. Je pense que c'est inévitable que de doubler des efforts, mais cela dépend un peu de notre intention ou de notre manière ou notre capacité plutôt de nous réunir avec d'autres organisations. Et c'est lié à notre travail. Et vis-à-vis de l'autre question concernant l'analyse des données, le big data, l'analyse de données d'une manière massive, moi je pense qu'on n'est pas prêt pour. Notre manière de recueillir des données
a des qualités bien différentes. Et là, je pense à l'analyse de genre rapide. Hein. Le big data et les données ventilées nous permettent de comprendre mieux la mobilité des personnes, nous permet de comprendre où focaliser notre réponse humanitaire, tout en sachant comment se déplacent les groupes de personnes. Donc, pour définir des interventions, c'est très intéressant, mais pour obtenir des apprentissages et essayer d'extraire des conclusions pour le diagnostic rapide de genre, moi, je pense qu'on est à une étape préalable, où on est en train d'uniformiser les bases de données que nous avons et leur structure. Et puis après, il va falloir voir s'il y a une manière de les mettre toutes dans le même format. Technologiquement, chaque équipe utilise leurs propres outils, Excel ou des formats plus sophistiqués, même des fois sur papier. Donc, il y a beaucoup d'écarts de la manière ou de formats, en fin de compte, entre nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Fernando Almanza, conseiller indépendant. Votre présentation était très intéressante, mais les commentaires que vous avez faits sont encore plus intéressants en tant que personne experte. Je vois des dualités ici. D'un côté, je vois le niveau local et international, le pouvoir, hein, en fin de compte, et je vois le recueil de données, l'analyse des données. Il y a des dualités là. Vous avez dit que vous avez une grande capacité de recueillir des données, mais puis la capacité d'analyse est plus limitée, plus restreinte. Moi, je travaille avec des organisations locales et pour elles, l'analyse est claire. Après, ils ont la difficulté de mettre cela dans un langage accepté à l'international. L'analyse est valable même si les donneurs ne les comprennent pas, même si les agences internationales ne les comprennent pas. Et l'abus d'extraction de données joindre les organisations locales qui sont saturées avec tellement d'analyses. Hein. Et puis après, concernant la propriété des outils, la méthodologie, je souhaite vous demander de nous raconter un peu plus comment vous faites tout cela. Moi, j'ai fait partie de ce réseau-là, de ce langage utilisé par Oxfam, par CARE, par tous les big fish. Mais des fois, quand on met du côté tout cela, pourquoi pas laisser que les organisations locales puissent utiliser tout cela avec leur propre langage et puis que les donneurs puissent écouter le langage de la réalité locale. Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas forcer les organisations locales à utiliser un langage international avec des super présentations. Je ne dis pas cela comme une critique, hein, c'est juste une réflexion parce que le thème de cette journée, c'est l'amélioration de notre système, en fin de compte. Et moi, j'ai quelques années d'expérience. Je pense que ces dilemmes sont toujours là sur la table, mais il faut les prendre au sérieux, je crois. Il y a une autre question online, apparemment. No, a ver. A ver. Oui. Il y a un commentaire d'Annalisa Letti de l'ONG Alboan. Elle dit, concernant la coordination entre agences, cela reflète l'importance de travailler ensemble, protection, working group, etc., afin de ne pas doubler nos efforts. De l'autre côté, le gouvernement, Carmen Ortega du gouvernement des îles Baléares nous dit bonjour, je souhaite vous demander concernant les possibilités ouvertes aux femmes en situation de crise. Par exemple, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de femmes qui ont accédé à des travaux qu'elles ne pouvaient pas avoir avant, mais après, leur accès à ces postes a été facilité. Est-ce que vous avez des exemples similaires? Merci. Sí, y ahí terminamos. Sí. Okay. Perfecto. Sobre la... Très bien. Vis-à-vis de la dualité, l'analyse et le langage des donneurs, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'une partie du débat est de reconnaître ces éléments-là. Et je suis tout à fait d'accord.
en ce qui concerne notre niveau de recueil de données. C'est général dans notre système, hein, mais ça peut s'appliquer à tous les niveaux. Nous croyons que pour arriver à la perfection, il faut tout savoir, mais nous n'avons pas la capacité d'assimiler, de digérer et d'analyser toutes les données que nous recueillons. Moi, personnellement, je pense qu'on est saturé par des données, en général, dans tout le secteur. Pour les organisations locales, et c'est un avis personnel, hein, les acteurs locaux, notre équipe locale connaissent parfaitement le contexte, connaissent la réalité vis-à-vis de leur expérience et leur regard. Je pense que ça pourrait être utile que d'utiliser des données ayant de différentes sources et dans des langues différentes, etc., pour qu'ils puissent voir si ce qu'ils pensent est confirmé ou pas, et si leur compréhension de la réalité est confirmée ou pas. Nous avons vu le graphique concernant l'Ukraine. Des hommes et des femmes au niveau local pensent très différent concernant ce qu'il faut maintenant. Donc ça peut être un biais de la manière dont on comprend les données, parce qu'on a nos propres biais, nous aussi. Alors, moi, je crois que les acteurs locaux pourraient arriver à des recommandations de plus haute qualité vis-à-vis de ce qu'ils font dans un contexte particulier. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites concernant la langue. On souhaite que tout soit en anglais, nous croyons que toutes les informations ne sont qu'en anglais, mais en réalité, il s'agit des langues locales qui sont les plus riches ou qui présentent des informations plus riches. Donc il faut compter avec des personnes qui parlent des langues locales pour mieux analyser les données. En cuanto a propiedad de la herramienta, yo creo que... Moi, je crois que vis-à-vis de ce que Isadora disait hier concernant Nanker, notre outil est disponible, il est simple et il faut être utilisé par des organisations lidérées par des femmes. C'est un engagement que nous avons. Nous souhaitons que les femmes deviennent des leaders. Et nous souhaitons qu'elles utilisent cet outil. Elles peuvent le simplifier, bien sûr, mais le package est disponible. Nous croyons qu'il fonctionne bien. Nous avons pas mal d'évidences et de preuves que cela fonctionne, en fait. Et pour votre commentaire concernant la coordination interagence, je suis tout à fait d'accord également. Les clusters sont très importants pour la coordination des diagnostics de genre. Et les femmes en situation de crise, j'ai quelques exemples notés ici. Je sais qu'il y a un exemple intéressant là, quelque part. Voyons voir. Pero a ver, ejemplos que yo he visto ligado a eso. Il y a des femmes qui ont un accès au marché du travail dû à un conflit. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans des endroits où il y a des conflits et des crises. Moi, j'ai les exemples de Palestine, Éthiopie, où il y a une sécheresse énorme, où il faut que les femmes se mobilisent vers d'autres activités économiques. En Palestine, il y a des femmes qui s'intègrent au marché du travail rémunéré. Et je pense que c'est un défi que nous constatons dans quelques crises bien différentes. Avec la Covid, on l'a vu, hein, les femmes ont assumé la charge des soins. L'école des enfants, les soins des personnes âgées, ils ont quitté leur boulot d'une manière temporelle. Donc, il a fallu qu'elles aillent vers le marché du travail formel, qui est quelque chose qu'elles n'avaient pas fait au préalable. Donc, il faut trouver les opportunités, il faut les voir, il faut les détecter. Parce qu'on voit facilement les effets négatifs des crises, mais il faut voir et détecter ces opportunités également. Très bien, je pense qu'il y a une autre question, une dernière question. Oui, Gurutei Purua de Mundu Bakean.
nous pose cette question. Merci de la présentation, je pense qu'elle a été brillante. Votre collègue a mentionné hier que l'analyse rapide de genre n'est pas l'outil le plus pertinent pour des crises de longue durée. Par contre, dans notre expérience, dans les cas des caravanes des migrants, nous voyons que les analyses de genre sur des populations en transit supposent une rapidité maximale dans un jour, dans une journée. Donc, est-ce possible, sur votre expérience, que d'effectuer une analyse aussi rapidement? Quelle serait l'expérience qui mériterait être connue et partagée dans ce cas-là? Une expérience dont je pense, c'est l'Éthiopie. On a une sécheresse constante et qui a vu le Covid, des conflits locaux, etc. Donc, il y a là des pics où le diagnostic de genre rapide est pertinent. Nous avons la sécheresse qui est pérenne là, mais il y a des pics avec d'autres crises, d'accord? Moi, je pense que l'analyse de genre rapide tient compte de cette sécheresse qui est une crise de long cours, mais après l'analyse du genre rapide nous permet de voir la photo spécifique d'un moment donné et nous permet d'obtenir des recommandations qui sont pertinentes vis-à-vis de ce pic, que ce soit le Covid, un événement naturel, un conflit local. Donc, je suis d'accord avec Isadora en ce que pour des urgences de longue durée, nous avons besoin d'une analyse de genre beaucoup plus profonde. Mais on pourrait également utiliser l'analyse du genre rapide pour les pics et pour savoir comment une intervention peut aider. Une intervention qui va se faire en plus des interventions déjà existantes. Gracias. Merci bien, merci beaucoup de ces questions et de vos commentaires. Nous avons toute la journée devant nous. Espérons qu'il y ait beaucoup plus de questions, de commentaires et des débats très intéressants. Moi, je pense qu'il y a des questions qui vont être répondues lors des prochaines présentations. Nous allons écouter de Luisa. Elle va nous donner des informations du contexte de la Colombie où nous pouvons avoir une situation similaire ou liée à la dernière question. Nous allons donc clôturer cette séance avant la pause café. Comme Jimena l'a dit, il va falloir se familiariser avec l'outil. Je ne sais pas si les organisations ici ont leurs propres outils. Moi, je pense que ce serait intéressant que d'échanger concernant ces outils et puis prendre les meilleures choses de chaque outil existant afin de pouvoir les améliorer en général. Je crois qu'il ne faut pas oublier pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est important que de faire ce diagnostic de besoin? Hier, on disait que les crises impactent d'une manière bien différente les hommes, les femmes, les garçons, les filles, etc. Et donc, cette analyse de genre rapide nous aide à comprendre ces besoins qui ont été augmentés et puis également les capacités existantes. Puis après, comment est-ce qu'on va agir? À travers un outil que, comme Jimena disait, est un outil rapide, progressif, imparfait, pratique. Un outil qui développe une diversité de méthodes avec des groupes de discussion, des enquêtes, etc., en coordination avec d'autres acteurs, comme Rachid disait dans son commentaire. Il faut comprendre ce qui a changé et comment cela a impacté les personnes. Il faut récupérer ce terme, l'impact, qui des fois c'est effrayant parce que c'est énorme, mais qu'il faut comprendre, bien comprendre afin de pouvoir donner une réponse de qualité. Donc les recommandations doivent être spécifiques, concrètes, pratiques, dirigées à un acteur et ils doivent être techniquement faisables. Donc, il faut partager, socialiser d'une manière intentionnée, libérer ces données pour les secteurs et les laisser disponibles, comme on le voit en Ukraine. Et puis, Fernando nous disait qu'il faut travailler pour et avec les acteurs locaux. Le diagnostic doit nous permettre de donner une réponse informée, savoir quelles recommandations on va mettre en œuvre, peut-être prendre des risques pour les recommandations les plus complexes et également
travailler de manière transparente et dire peut-être qu'on ne va pas mettre en œuvre cette recommandation, mais on va la donner à quelqu'un d'autre. On va donc prendre un petit café. On le mérite. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Tenemos media hora. ¿Se me oye? Sí, hasta las Tenemos media hora. Donc on va arrêter une demi-heure. On revient à 11h. Merci. Muy bien.